Bonjour, merci d'être venu à cette petite talk. On va vous parler de Captain et comment on a internationalisé en fait notre application, parce on a commencé très parisien, très français, et on a dû s'étendre à l'international. Donc on a forcément dû avoir des choses à régler. On va faire un petit retour d'expérience sur comment on a réglé tous ces problèmes, qu'est-ce qui a bien marché pour nous, qu'est-ce qui a moins bien marché, et comment on a résolu toutes ces choses. Un petit mot sur nous. Donc je suis avec Quentin Huec, qui est développeur à Captain depuis 4 ans. Et moi, c'est Yann Vaillant, et développeur depuis un peu moins de 2 ans. Et j'ai rejoint la team Android il y a 6 mois environ, donc c'est tout récent. Petit mot sur Captain. Si vous ne connaissez pas, avant, ça s'appelait chauffeur privé. On a fait un rebranding pour justement, parce que chauffeur privé, ça se prononçait pas super bien dans les pays non francophones. Donc on a dû faire ce rebranding pour se lancer à l'international. On avait, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, on est une application de VTC. Donc un peu à la Uber en mieux. Donc comme je disais, on s'était vraiment focus sur Paris au départ. Donc forcément, on a dû se lancer rapidement, tout ça. Et qui dit rapide, dit il y a un peu de dette forcément. On a dû prendre des raccourcis. C'était pas si on n'a pas pu prendre notre temps de faire les choses proprement la première fois. Donc maintenant, c'était un peu l'heure de payer la dette. Et donc on a dû faire quelques trucs. Donc je vais vous présenter un peu les outils qu'on avait avant, qui sont peut-être un peu drôles, un peu mauvais. Donc là, on a, par exemple, c'était notre outil de traduction qu'on avait avant. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, un Google Sheet. On gérait quand même l'anglais et le français, hein, c'était très poussé. On avait un moyen d'exporter tout ça dans les formats iOS et Android. Ça faisait le job, mais c'était pas non plus fou, surtout quand on commençait à rajouter des langues. Donc on a commencé à, comme vous pouvez le voir, il est deprecated quand même. Donc Quentin va vous parler un peu de par quoi on a remplacé ça. Et après, bien sûr, dans le code, il y avait de tout. Hein. Donc là, on voulait vraiment avoir la time zone européenne, Paris, à GMT+1. Donc c'était vraiment ce genre de truc dans le code. C'était ok, bon, pourquoi on avait des euros hard-codés de partout. Enfin, on avait ce genre de truc qu'on s'attend peut-être en lançant une app assez rapidement. Donc pour régler tous ces problèmes, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'y est pris en plusieurs étapes. On a d'abord fait un lancement à Lisbonne pour tacler les problèmes, par exemple, de langue et de time zone, parce que Lisbonne, il y a un décalage d'une heure avec Paris. Donc pour attaquer ces problèmes, on a d'abord fait ce lancement. Après, on s'est lancé en Suisse pour régler le problème de la currency, parce qu'il y a le franc suisse. Donc à chaque étape, on retravaillait toute l'infrastructure, on refaisait tout presque de zéro à certains moments. Et tout ça pour le but de lancer Londres bientôt, parce que c'est le plus gros marché européen, et il y avait tous ces problèmes qu'on avait besoin de résoudre avant de lancer Londres pour être sûr que tout marche le moment où on se lance. Je vais parler un peu de ce qui a marché pour nous dans le SDK Android, ce qu'on a pu utiliser directement et où on n'a pas eu trop de soucis. Le premier truc qu'on a pu utiliser directement, c'était tout ce qui est API de currency. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple, il n'y a rien de spécial. On a pu l'utiliser directement. On supporte quand même jusqu'à le min SDK 15. Donc c'est assez, il y a des trucs qu'on ne peut pas vraiment utiliser. Donc là, pour le coup, ça marchait bien. Pour les Américains qui veulent leur sigle euro avant le chiffre, et pour les gens normaux qui veulent le euro avant le 11, on a pu faire ça. Pareil pour le format des chiffres et des nombres, avoir les virgules au bon endroit, tout ça marchait très bien. Il y avait un autre souci, c'était les time zones. Là, c'était un peu plus compliqué parce que ça demandait beaucoup de back quand même. Et donc, ce qu'on a fait, c'était un gros travail de travailler avec le back pour qu'eux, ils stockent tout en UTC avec la time zone séparée. Donc, par exemple, pour une course qui commence à la date de départ d'une course, on stockait la date en UTC avec la time zone, par exemple, Europe-Paris détachée. Et comme ça, après, c'est au client, lui, donc d'utiliser ou pas cette time zone en fonction de ce qu'il veut faire. Donc, c'est pour laisser un peu plus de choix au client. Au niveau de l'affichage des dates, ce qu'on a aussi dû retravailler, c'est qu'avant, on était un peu plus strict sur l'affichage. On forçait vraiment peut-être genre YY, année, mois, jour. Ce genre de choses, on a dû aussi arrêter de le faire parce que certaines locales préfèrent afficher d'une certaine façon les dates et les heures. Du coup, on a été un peu plus relax. Fallait en utiliser le SDK aussi qui nous propose des trucs plus du genre short, long, medium. On a un peu moins de contrôle sur la longueur de ces strings, mais au moins ça permet à chaque utilisateur d'avoir l'affichage qui leur plaît le plus en fait. Donc ça, on le recommande vraiment. Un petit bémol, c'était qu'on a dû utiliser quand même la vieille Java Date Time API,
il y a quelques tricks un peu marrants, c'est que par exemple pour les time zones, on lui passe une string. Donc qui dit string dit on peut faire des typos en tant que développeur. C'est dommage que ce soit pas un petit enum qu'on puisse checker au compile time. Aussi la signature de la création de date qui est assez marrante. Par exemple pour créer une date, forcément janvier il commence à 0. Et pour donner la date, l'année, il faut faire ça commence à 1900, donc il faut prendre l'année maintenant et faire minus 1900. Enfin, c'est des petits tricks à apprendre. Ça a marché, mais c'était quand même des choses à savoir. Et Quentin va parler un peu de ce qui a beaucoup moins bien marché pour nous, qu'on a peut-être dû travailler un peu plus. Donc en effet, il y a des choses qu'on a dû un peu plus, sur lesquelles on a dû plus travailler, qui étaient moins faciles pour nous. Donc la première chose, c'était par exemple les traductions. Donc on a vu tout à l'heure, on avait un Google Sheet. Donc ça, c'est assez classique sur Android. C'est les traductions, comment vous pouvez les avoir. Vous pouvez avoir des plurals, des strings, avec des %d pour pouvoir incruster des nombres à l'intérieur. Vous pouvez ordonner avec les $1, $1, $2. Donc ça, c'est ce qui est classique et ce qui est qui marche très bien dans le monde Android. Sauf que nous, ça posait quelques problèmes au final, notamment que vu qu'on voulait se lancer dans beaucoup de pays, on avait besoin de traduire l'application dans 4, 5, 6 langues. Du coup, on voulait pouvoir transmettre toutes les clés qu'on pouvait avoir à des traducteurs. Pour un traducteur, un fichier Excel ou juste un fichier XML, c'est pas hyper pratique. Un autre problème qu'il pouvait y avoir, c'était les formats qu'on utilisait pour un traducteur. C'est pas forcément explicite d'avoir du %s, %d. C'est quelque chose qui est très tech et qui donne pas du tout de contexte sur par quoi va être remplacée cette valeur. Du coup, on n'était pas très à l'aise avec le fait de leur donner ce genre de phrase qui n'était pas très très explicite. Et un dernier problème chose qui nous embêtait, c'est que c'était pas du tout automatisé ce qu'on faisait. Fallait qu'on récupère les fichiers de traduction. Il y avait juste un petit script qui les générait. Après, il fallait qu'on ouvre une PR, qu'on la review. Donc c'était un peu fastidieux. Et si on commençait à avoir plein de clés qui étaient changées tous les jours par des traducteurs, plein de valeurs, qui étaient changées tous les jours, ça allait devenir très vite un problème en fait dans notre workflow de développement de tous les jours. Du coup, on a essayé de résoudre le premier problème des traducteurs, qui était quelle solution on peut avoir pour intégrer les traducteurs dans notre workflow de développement. Donc, on a un peu benchmarké les solutions qui existaient sur le marché. Il y en a plusieurs. Il y a Localize, PhraseApp, et nous, on est resté sur PhraseApp, qui permet en fait, c'est une plateforme qui met à disposition des traducteurs, qui permet d'uploader toutes nos clés sur la plateforme. On peut les regrouper par projet. Par exemple, s'il y a des clés qui sont plus côté back, des clés iOS, Android, donc on peut tout uploader là-dessus. Les traducteurs auront une liste en fait de clés à traduire, où on peut mettre un petit peu de contexte, un peu pour les aider dans la traduction. Et après, PhraseApp propose une CLI qui permet de récupérer en fait les fichiers traduits dans différents formats. Donc on peut avoir pour Android les fichiers XML, mais on a aussi les formats pour iOS, on a des fichiers JSON pour le back. Donc ça couvre vraiment tout notre besoin, en tout cas tout ce dont on avait besoin pour échanger avec des traducteurs. Après, un problème qu'on avait, quelque chose qui nous embêtait, donc c'était le format, parce que pour ce c'était pas explicite pour les traducteurs. Donc on a regardé un peu ce qui se faisait, et en fait côté back chez Captain, on avait déjà un format qui était utilisé, qui était i18next, et qui en fait et comme celui que vous pouvez voir là, on a une clé qui donne un peu de contexte et qui est entre deux accolades. Du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut réutiliser ce format en fait sur Android et même sur iOS, comme ça on aura un format qui donne du contexte pour nos traducteurs, et qui en plus, un petit bonus, on aura la même chose sur toutes les plateformes, ça peut toujours être sympa. Du coup, on a regardé s'il y avait un SDK qui existait. Le SDK était plus maintenu depuis 2 ans ou quelque chose comme ça, donc on s'est dit que c'était pas une très bonne idée, mais on s'est posé la question si au final recoder une version simplifiée de ce SDK qui gère juste les strings, les plurals, et qui permet de faire des substitutions dans les strings qu'on récupère du XML, si ça allait être très compliqué. Et au final, c'est une librairie qui doit faire 200 lignes de code ou quelque chose comme ça, et au final, quand on l'utilise, en fait on arrive à du
code qui ressemble à ça. Donc on a une abstraction des strings et des plurals pour pouvoir au final tester facilement notre code, et on définit la clé qui doit être récupérée dans le fichier XML et les substitutions donc tous les mots, les keys qu'on va devoir remplacer dans les chaînes qu'on reçoit. Donc on peut récupérer des plurals, des strings. On a aussi un autre keyword qui est littéral. C'est par exemple si on veut juste avoir une chaîne de caractères qui ne vient pas d'un fichier XML. Et après dans la vue, on n'a plus qu'à formater, demander. On a une extension de fonction de format sur le contexte qui prend une localize et qui retourne une string qui sera formatée. Donc ça va faire toutes les substitutions dans la string automatiquement, et après on aura juste à afficher cette string dans la vue. Du coup, pour le traducteur, on a un format qui est beaucoup plus explicite. Donc, par exemple, là, il voit vraiment que ce qui va être remplacé, c'est vraiment par l'adresse. On aurait pu être même plus explicite, mettre, je sais pas, pick-up adresse ou quelque chose comme ça, pour être plus explicite pour le traducteur. Mais il comprend vraiment ce qui va se passer. Et le dernier problème qu'on avait, c'était l'automatisation. Du coup, on voulait pas avoir à faire une PR, à utiliser la CLI tous les matins pour récupérer les dernières traductions faites par les traducteurs pendant la veille ou pendant la nuit, ouvrir une PR et devoir la review. Du coup, on a juste fait un script avec Fastlane, donc c'est l'outil qu'on utilise sur notre CI pour automatiser tous nos process. Et qui va récupérer les dernières traductions, faire une branche, la pousser, ouvrir une PR, et du coup le matin on n'a plus qu'à review la PR, vérifier si les traductions qui ont été faites sont cohérentes, s'il n'y a pas des problèmes qui ont été introduits, et on a juste à la merger. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Au final, nous on l'a fait avec Fastlane, mais ça peut être fait avec n'importe quel outil de scripting. C'est juste c'était celui qu'on utilisait, mais ça nous facilite bien la vie. Un autre problème qu'on a pu avoir, c'était les unités de mesure. Donc là, en fait, vous pouvez voir la map des pays qui utilisent le système impérial. En tout cas, c'est la théorie, parce qu'en vrai, il y a des exceptions. Donc par exemple l'Angleterre est censée utiliser le système métrique, mais il y a des exceptions dans la loi qui dit pour les distances en fait on va quand même continuer à utiliser le système impérial. Du coup on s'est dit pour la partie là-bas on n'a pas trop le choix, on va essayer on va l'intégrer, surtout que nous les distances c'est ce dont on avait besoin pour indiquer la distance d'une course à un chauffeur, etc. Donc c'est vraiment ce qui nous intéressait. Du coup, on a regardé ce qui se faisait dans le SDK Android, et on est tombé sur cette documentation qui intègre ICU dans Android, mais malheureusement c'est disponible qu'à partir de 24, et comme on a dit, c'est notre app, en min SDK on est au 15, donc c'était pas trop compatible. Du coup, on a continué à chercher par quoi on peut remplacer. Donc, on a vu que ICU c'était un port en fait de ce qui était fait par IBM. Et du coup, on est allé regarder dans la doc pour se dire peut-être qu'on peut utiliser cette librairie qui de 1 est très lourde et fait plein de choses dont on n'avait pas besoin. Mais on a regardé, et au final, vu que c'est pas trop une librairie qui est faite pour Android, même si dans les dernières versions ils ont mis qu'ils amélioraient la compatibilité, il y avait des fonctions en fait qui n'existaient pas, qui étaient appelées, et du coup ça crachait au runtime, donc on n'était pas très très content. Du coup on s'est un peu posé, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Au final on a juste recodé la façon de gérer les miles et les kilomètres. Donc savoir si en fonction de la locale on doit switcher entre le système impérial ou le système métrique, et après faire un formatage qui est plus ou moins qui est vraiment compréhensible par un utilisateur. Donc s'il est en dessous d'une certaine distance, on va utiliser des foot, sinon on va utiliser des miles, sinon pour les kilomètres c'est pareil, en dessous d'un kilomètre on utilise des mètres, au-dessus on va le formater d'une autre façon. Donc c'est pas très compliqué aussi, faut juste connaître les 3-4 règles qui existent. Personnellement, j'ai pris la page Wikipédia pour connaître ces règles-là et je les ai réimplémentées. Mais c'est pas très compliqué. Et au final, si vous avez juste besoin d'une petite partie de la librairie, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de faire marcher une librairie qui n'est pas faite pour Android en fait. Et pour tout ça, alors avec tous ces problèmes, on a quand même eu besoin de faire un petit peu de back. Yann va vous parler un petit peu de ce qu'on a eu besoin de faire côté back. Ouais, comme je disais avant, j'étais donc développeur back-end, donc je me suis un peu taclé à ce problème parce que j'étais le meilleur équipé pour faire ça. Donc on avait eu
un nouveau problème avec tous ces nouveaux pays, c'est qu'on a des features maintenant qu'on a à Paris et qu'on ne voudrait pas, par exemple, avoir à Londres ou à Lisbonne, par exemple, ou l'inverse, d'avoir des features spécifiques pour chaque pays. Donc ça demandait un peu d'avoir des espèces de feature flag géolocalisées. Donc avant ça, on utilisait Firebase Remote Config pour tout ce qui était feature flag et activer des features à distance. Ça marchait plutôt bien, mais c'était un peu, c'était une boîte noire. Ils permettent quand même de géolocaliser des utilisateurs, mais c'était pas précis. On avait besoin d'être vraiment précis sur ces choses. Donc on a un peu recherché ce qui existait et on s'est rabattu sur un projet qui s'appelle Flagger. C'est un projet open source en Go. Il est très cool. En fait, il s'intègre très bien à notre stack et ça nous permet donc de remplacer Firebase Remote Config. Comment ça marche? En fait, c'est assez simple. Une fois que vous avez lancé votre serveur Flagger, on peut définir des règles dans leur interface. Donc c'est l'interface web. Tu définis des règles avec avec un espèce de contexte qu'après on lui enverra. Et donc on peut appliquer par exemple pour faire du rollout, on peut faire de l'A/B test, on peut faire donc tout ce qui est feature flag. Et après donc ce service va renvoyer une payload JSON qu'après sera interprété par les applications. Et nous on l'utilise comment? Par exemple à chaque login, on va envoyer l'ID de l'utilisateur à Flagger. Et donc Flagger va récupérer le contexte et renvoyer en fonction, donc, par exemple, s'il est à Paris, il est Android, on va activer telle feature ou pas. Et ça nous a permis de faire assez rapidement ce qu'on voulait. Donc c'était très pratique. Et pour les features un peu plus dynamiques, tout ce qui est ce qui doit changer en fonction de l'adresse de départ d'une course, par exemple, on fait la même chose, sauf qu'on l'appelle à chaque fois que vous changez votre adresse de départ, par exemple. En conclusion, ce qu'il faut faire et penser à faire, c'est utiliser un système de traduction en fait. Donc c'est assez pratique. Surtout l'intégrer à la CI pour qu'il y ait vraiment un effort minimum pour pouvoir le gérer après derrière. Si votre MinSDK le permet, allez-y à fond Google, ça sera sûrement mieux supporté. Ou alors peut-être penser à recoder les trucs vous-même si c'est pas des choses assez compliquées. C'est ce qu'on a fait, ça a très bien marché. Pour tout ce qui est date et time zone, parlez toujours en UTC et gérer les time zones séparément, c'est un conseil qu'on donne. Et un dernier truc qu'on a dû retravailler, c'est rendre votre app configurable. Donc tout ce qui est feature non critique, essayez de les rendre facilement pluggables à un feature flag pour qu'après ce soit configurable via un serveur et que ce soit pas, on ne doit pas recréer, que ce ne soit pas tout mélangé avec d'autres codes. Rendre bien modulariser votre application pour que ce soit plus facilement configurable. Merci. On n'a pas eu le temps de tout attaquer. Il y a des problématiques qu'on n'a pas eu besoin de traiter, comme right to left ou ce genre de choses, vu qu'on est qu'en Europe. Mais si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions, on a un stand en pas, vous pouvez venir nous parler. On sera heureux de prendre vos suggestions. Merci.